Eh bien, bonjour à tous et tout d'abord merci au collectif du bon usage du médicament de m'avoir invité à intervenir et à travers moi finalement l'ensemble des 17 OMEDIT de France, ces structures régionales qui ont pour objectif principal de promouvoir le bon usage du médicament depuis plus de 10 ans. Et donc, je me réjouis particulièrement que ce thème, cette lutte pour le bon usage, soit maintenant beaucoup plus largement partagé. Mais ce qu'on peut se demander, c'est si on a tous, quand on parle de bon usage, la même idée en tête. Parce que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, le bon usage n'est pas vraiment défini. Donc, c'est un peu l'objectif de ma présentation. Et vous verrez qu'on commencera par définir ce qui est défini, c'est-à-dire le mésusage, voir un petit peu son impact en France, parler ensuite des effets indésirables médicamenteux, de leur impact, et ensuite des liens qu'il peut y avoir entre ce mésusage et ces effets indésirables médicamenteux, et en déduire des conséquences stratégiques pour une action en faveur du bon usage. Alors, qu'est-ce que le mésusage ? Eh bien, tel que le définit le Code de santé publique, c'est l'utilisation intentionnelle et inappropriée d'un médicament ou d'un produit, donc non conforme à l'autorisation de mise sur le marché ou à l'enregistrement, ainsi qu'aux recommandations de bonne pratique. Donc, on voit qu'il s'agit d'un champ assez large, puisque c'est les médicaments, que ceux-ci soient prescrits ou non, remboursés ou non, que c'est l'ensemble de l'usage de ce produit de santé, de l'utilisation, donc ça peut aller de la prescription, la dispensation, la surveillance, la prise du médicament. Donc on voit qu'il y a un versant à la fois professionnel. Tout professionnel de santé peut être un acteur du mésusage, mais ça peut concerner aussi les usagers qui peuvent eux-mêmes, au moment de la prise, être responsables d'un mésusage. Après, il y a ce côté non conforme à la réglementation. Donc, à quel référentiel cela fait-il référence ? C'est au résumé des caractéristiques du produit, donc les notices des médicaments, et les recommandations issues des données actualisées de la science. Alors, une petite précision sémantique, ce mésusage n'englobe pas la notion d'abus qui, elle, est plus liée à tous ces problèmes de pharmacodépendance. Alors, quelle est la fréquence du mésusage en France ? Alors, il n'y a pas d'études d'envergure sur le sujet. Ce que l'on sait déjà, comme ça, de façon un petit peu large, c'est que la France, comme l'ensemble des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, il y a à peu près 20% de prescriptions hors AMM, autorisation de mise sur le marché. On sait également que la France dépense en moyenne beaucoup pour les médicaments par habitant. Dans une étude de 2007, elle avait la première place européenne quand on l'a comparée à 5 autres pays. Et elle se caractérisait par un haut volume de consommation de médicaments, mais également une consommation un petit peu spécifique, structurée sur des produits plus récents et plus chers. Et puis sur une étude plus récente, là, vis-à-vis de 11 pays, on va dire, de l'OCDE, elle avait la 5e place en termes de dépenses moyennes de médicaments. Donc, on voit bien que dans cette dépense, il y a un volume de consommation, puis il y a également, évidemment, le prix du médicament qui rentre en ligne de compte. Après, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des situations alarmantes qui sont bien connues en France, à la fois en termes de prescription. Certaines classes thérapeutiques, on sait, sont très fréquemment l'objet de mésusage. Et puis, on sait aussi que dans certaines populations, ce mésusage est fréquent. Alors, si on prend l'exemple d'une classe thérapeutique qu'a déjà rappelé Madame la Ministre, c'est les antibiotiques. Ça, c'est une situation très inquiétante. En France, donc, on avait en 2010, de façon comparative à 26 pays européens, la 4e place en termes de consommation antibiotique, que ce soit en ville ou à l'hôpital, quel que soit le secteur qu'on regardait. Et puis, dans cette étude plus récente où on comparait par rapport aux autres pays de l'OCDE, eh bien, on avait la première place mondiale de consommation d'antibiotiques. On ne voit pas pourquoi les Français auraient plus besoin d'antibiotiques que les autres. Donc, ça laisse présager un gros mésusage dans les antibiotiques.
Si on prend un exemple d'une population où le mésusage est fréquent, c'est les personnes âgées, ça on en a parlé aussi. On sait que les personnes âgées de plus de 75 ans en France, eh bien, il y en a presque un peu plus de 40% qui consomment 10 médicaments ou plus par jour. 10 médicaments ou plus, dans la littérature, c'est considéré comme une polymédication excessive. Cette consommation de médicaments chez les personnes âgées, elle a doublé en 20 ans et elle est aussi double comparativement aux pays scandinaves. Là encore, on ne voit pas pourquoi un papy ou une mamie française aurait besoin de plus de médicaments qu'un papy ou une mamie suédois, norvégien ou finlandais. Alors, quelles sont les données en France sur les prescriptions inappropriées ? Alors, on n'a pas énormément d'études avec des populations très importantes, mais on peut citer ces deux études-là. Une étude chez des patients de plus de 75 ans sur un échantillon représentatif de la population française, en définissant la prescription inappropriée comme des prescriptions appartenant à une liste de médicaments théoriquement peu indiqués chez les personnes âgées. On voyait qu'il y en avait un peu plus de la moitié des personnes qui avaient au moins une de ces prescriptions dites potentiellement inappropriées. Et c'était à peu près le même pourcentage dans une étude plus récente chez des patients aussi de plus de 75 ans, mais cette fois-ci hospitalisés et avec une définition un peu plus large de la prescription inappropriée. Et alors si on combine une classe thérapeutique particulièrement objet de mésusage comme les psychotropes et une population particulièrement vulnérable comme les personnes âgées atteintes de démence, alors là on a le cocotier si je puis dire. Sur cette étude donc, qui s'est intéressée à l'ensemble de la population française, donc, les patients déments ayant été repérés par le fait d'être en ALD démence ou recevoir un traitement antidémentiel, on se constate que plus de 60% d'entre eux ont une exposition chronique à un psychotrope. Donc chronique, c'est-à-dire au moins 3 mois dans l'année. Donc ça concerne 40% de ces personnes sont au moins exposées une fois de façon chronique à un antidépresseur, 40% à au moins un hypnotique ou anxiolytique, plus de 15% à un neuroleptique, et évidemment, du coup, près de 14% ont 3 psychotropes ou plus cumulés de façon chronique. Tout ça en sachant que l'ensemble de ces psychotropes ont plutôt une balance bénéfice-risque défavorable dans cette population. Si on en vient maintenant à l'autre versant, l'impact clinique. Qu'est-ce qu'un effet indésirable médicamenteux ? Alors, l'effet indésirable médicamenteux, c'est la réaction nocive et non voulue à un médicament, et ce, quel qu'en soit l'usage. Alors ça, c'est intéressant parce qu'avant, l'OMS l'avait défini uniquement pour l'usage conforme aux recommandations, alors que la Commission européenne, en 2012, a élargi cette notion d'effet indésirable médicamenteux à toute réaction nocive et non voulue aux médicaments, et ce, quel que soit l'usage, donc c'est-à-dire que l'usage soit conforme ou non, donc qui est, par exemple, mésusage. On considère que cet effet médicamenteux, il est grave si, bien sûr, il est mortel ou menace le pronostic vital, s'il provoque ou prolonge une hospitalisation, mais aussi s'il provoque une incapacité ou une invalidité importante et ou durable, ou alors s'il se manifeste par une anomalie ou une malformation congénitale. Alors, qu'est-ce qu'on sait des effets indésirables médicamenteux en France ? On sait qu'environ 135 000 approximativement hospitalisations par an seraient causées par un effet indésirable médicamenteux, ce qui représente plus d'1 million de journées d'hospitalisation. Et comme on l'a évoqué, le chiffre sur les décès causés par ces effets indésirables sont assez variables, 7 000, 10 000, certains évoquent même 30 000 décès par an liés à ces effets indésirables. Et puis on sait aussi pour ce qui concerne les effets indésirables qui prolongeraient une hospitalisation, là on a les données de l'étude ENEIS, on sait qu'à peu près un événement indésirable grave lié aux soins survient tous les 5 jours dans un service de 30 lits, et que dans ces événements indésirables, il y en a un quart qui sont liés aux effets indésirables médicamenteux. Alors c'est impressionnant ces chiffres,
mais ça sous-estime bien sûr le problème, puisque vous avez bien vu que les effets indésirables médicamenteux, sur les effets indésirables médicamenteux non graves en France, nous n'avons pas vraiment de données. Et sur les événements indésirables médicamenteux graves, nous avons les données sur les décès, sur ce qui cause les hospitalisations, sur ce qui les prolonge, mais nous n'avons pas forcément les chiffres sur ce qui cause les invalidités ou incapacités durables ou graves, et sur les malformations congénitales. Et ensuite, si on s'intéresse à l'ensemble des accidents médicamenteux, eh bien, là, il faudrait considérer aussi les effets graves ou non qui sont liés à l'omission d'un traitement nécessaire. Et donc, à ce moment-là, là, on n'a encore pas de données. Donc, on voit que les données que nous avons en France sur les effets indésirables médicamenteux sont assez restreintes. Alors la question posée, c'est quel est le lien finalement entre le mésusage, c'est-à-dire l'utilisation non conforme et intentionnelle d'un médicament, et ces événements, ces accidents médicamenteux. Alors la première question à se poser, c'est finalement, eh bien, quelle est la part évitable de ces accidents médicamenteux ? Alors, quand on omet un médicament nécessaire, ça, évidemment, le fait de l'omettre est évitable à 100%. Après, le fait que ça entraîne un effet sur la santé, grave ou non, ça, on ne sait pas à quel point on aurait pu éviter ça si on avait donné le traitement, car les traitements, bien qu'efficaces, ne sont pas à 100% efficaces. En ce qui concerne les effets indésirables médicamenteux, les chiffres sont très variables dans la littérature, mais il y a des chiffres qui vont de 20 à plus de 70% d'évitabilité de ces effets indésirables médicamenteux. Ce qu'on sait par exemple chez les personnes âgées, c'est que ces événements indésirables médicamenteux sont plus fréquents, plus graves et plus évitables. Et qu'en particulier les graves sont plus évitables. Alors quelle est la part maintenant du mésusage dans ces accidents évitables? Eh bien là encore, en fait, nous n'avons pas vraiment de réponse. Et pourquoi nous n'avons pas de réponse ? Parce que c'est compliqué. Le fait d'avoir défini le mésusage comme déjà l'utilisation intentionnellement non conforme, il y a déjà ce problème du caractère intentionnel. Savoir si ce qu'on constate, c'est-à-dire une mauvaise utilisation d'un médicament, est intentionnelle ou non, il faut pouvoir avoir accès soit au professionnel qui est responsable de ce mésusage, soit du patient qui utilise ce médicament. Donc déjà, avoir accès à cette information, si c'est volontaire ou non, c'est compliqué. Et puis, quand bien même c'est volontaire, est-ce que c'est vraiment intentionnel ? Et là, ça devient plus philosophique, c'est-à-dire, est-ce que si quelqu'un volontairement, par exemple, prend un anti-inflammatoire alors qu'il ne le devrait pas, est-ce qu'il avait bien toutes les cartes en main pour savoir connaître tous les risques qu'il encourait à ce moment-là? Et donc, est-ce que c'était réellement intentionnel, même si c'était volontaire? Deuxièmement, le problème de ce mésusage, c'est de dire que c'est l'usage non conforme. Non conforme par rapport à quoi? Par rapport, on l'a dit, aux référentiels que sont les RCP et les recommandations. L'hypothèse sous-jacente, c'est de se dire que quand une prescription ou un usage qui respecte les RCP et les recommandations correspond à un rapport bénéfice-risque et bénéfice-coût optimisé. C'est souvent vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Et donc, la première chose à savoir, c'est que le libellé des RCP, il répond plus à des problématiques réglementaires et industrielles qu'à des objectifs de clinique ou de santé publique. Deuxièmement, comme l'a souligné notre ministre, les recommandations par maladie sont certes très bonnes pour une maladie, mais quand on combine des maladies, si jamais on prend un patient qui a à la fois une hypertension, une arthrose, une ostéoporose et puis un Parkinson, et qu'on applique les recommandations de chacune de ces maladies à cette personne, on va lui faire prendre des risques importants. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des interactions entre les médicaments, des interactions entre des médicaments et une autre des maladies, et parfois des recommandations contradictoires, par exemple sur le régime alimentaire ou que sais-je. Ça, c'est tout à fait très bien démontré dans la littérature, que les recommandations ne sont pas adaptées à la polypathologie. Alors, il y a des progrès, mais on va dire que dans la majorité des cas, c'est le cas. Et comme vous le voyez, les personnes âgées qui sont très polypathologiques, ça explique la complexité de la prescription chez ces personnes.
Enfin, il y a des problèmes de disponibilité, ça c'est plus spécifique à la pédiatrie, de certaines spécialités, de certains dosages. Conclusion, certaines prescriptions dites comme ça inappropriées, selon ces référentiels, sont parfois la moins mauvaise des solutions possibles dans le contexte. Quelle est la conséquence stratégique de tout ça? Eh bien, c'est que viser une réduction des accidents médicamenteux, évitables, et graves en particulier, ça ne peut pas se limiter à agir sur le seul mésusage, c'est-à-dire sur l'usage intentionnellement non conforme. Il va falloir aussi agir sur ce qu'on appelle les erreurs médicamenteuses. Qu'est-ce qu'une erreur médicamenteuse? C'est l'omission ou la réalisation non intentionnelle d'un acte survenant au cours du processus de soins et impliquant un médicament et qui peut être à l'origine d'un risque ou d'un effet indésirable médicamenteux. Donc cette erreur médicamenteuse, elle peut provenir en amont d'une mauvaise conception du médicament, d'un problème d'information de notice par exemple, mais aussi et surtout de dysfonctionnement ensuite dans l'organisation de la prise en charge médicamenteuse. Et puis, il y a évidemment tout l'aspect du sous-traitement intentionnel qui doit être pris en compte aussi. C'est bon. Pour l'OMS, d'ailleurs, c'est les erreurs médicamenteuses qui sont particulièrement ciblées. Dans une dépêche de mars 2017, l'OMS a fixé comme objectif pour les 5 prochaines années pour tous les pays de réduire de moitié les effets graves évitables liés aux erreurs de médication. Donc, vous imaginez, s'il faut réduire de moitié les effets graves évitables liés à ces erreurs, il faut diminuer de façon drastique la survenue de ces erreurs. Alors, la conclusion, c'est que si on est d'accord, il faut défendre un bon usage qui ne se limite pas, en fait, à lutter contre un mésusage au sens strict, mais il faut que ça intègre également la prévention des erreurs médicamenteuses et donc la pertinence clinique, mais aussi économique, puisque le fait de promouvoir le rapport coût-efficacité optimale est nécessaire pour continuer à financer l'innovation. Alors, qu'est-ce que ça implique au final? Eh bien, ça implique que d'abord, au niveau des médicaments qu'on va cibler, il faut certes cibler les prescriptions dites inappropriées, mais il faut aussi et surtout cibler les molécules les plus en cause dans les accidents graves et évitables. Qu'est-ce que c'est ces molécules? C'est les anticoagulants, c'est les hypoglycémiants oraux, c'est les psychotropes, c'est les antihypertenseurs, en particulier les diurétiques, les morphiniques, les INS. Voilà les principales molécules responsables des accidents graves. Ensuite, ça veut dire aussi que si on veut éviter l'ensemble des accidents médicamenteux, il va falloir s'intéresser effectivement à limiter les effets indésirables et donc à souvent déprescrire, mais aussi parfois il va falloir aussi mettre les médicaments nécessaires au contrôle des maladies et donc parfois il va falloir introduire des médicaments et donc il faut plutôt mieux prescrire et pas uniquement déprescrire. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait de ces accidents médicamenteux graves évitables? C'est que dans plus de la moitié des cas, c'est un problème de surveillance. Donc il va falloir anticiper les situations à risque de déstabilisation des traitements et pas juste voir la prescription comme quelque chose de statique. C'est-à-dire, je suis content, j'ai bien prescrit à un moment donné. C'est effectivement tout ce qu'il faut pour ce patient-là à ce moment-là. Mais si je ne surveille pas et si je n'anticipe pas après les choses, ça ne sert à rien en fait. Et puis, il va falloir, comme on l'a dit, améliorer la coordination interprofessionnelle. Ça, je crois qu'on est tous là et on représente justement cette volonté-là. Et donc, on ne doit plus avoir cette volonté d'avoir un beau dossier pour soi, mais au contraire, de faire en sorte que l'information transmise aux collègues, elle soit la plus efficace possible pour sécuriser la prise en charge du patient. Et alors, le dernier point qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'implication de l'usager. Et l'implication, ça veut dire, on en parlait tout à l'heure, quelle information donner au patient, comment faire avec lui. La première des choses, c'est l'écouter. Et ça, vraiment, pour travailler avec des patients depuis maintenant plusieurs années, ils réclament tous cette écoute. Et ça, c'est la première chose. Quand on veut bien communiquer avec quelqu'un, il faut d'abord l'écouter. Et ça, ce temps-là est primordial, à mon avis, si on veut que la communication, l'information passe bien ensuite.
Voilà, et donc je pense que si tous, on a un peu cette vision du bon usage, tous qu'on est là, les usagers, les professionnels du médicament, le professionnel de santé, les instances, et bien là, le médicament pourra rester une chance pour tout le monde. Voilà, je vous remercie.